Merci, merci. Oups. Ouais, je ne suis pas très grande. Merci, Myriam. On entend là? Oui. Merci, Myriam. Et je souhaitais commencer tout d'abord par remercier l'Académie nationale de chirurgie pour cette initiative et en particulier sa présidente, le professeur Matelin, d'ouvrir votre champ disciplinaire aux questions environnementales et bien sûr, Myriam Qual pour m'avoir invitée et j'espère que cette complémentarité pourra donner lieu aussi à d'autres collaborations puisque je pense que de l'un à l'autre, on a des travaux très riches sur ces sujets de l'environnement, des causes environnementales du cancer et plus particulièrement du cancer du sein. Donc, je vous parlerai des interactions donc, entre environnement et cancer en vous précisant les facteurs aujourd'hui connus de l'environnement et les enjeux méthodologiques et de recherche qu'on peut rencontrer. Et je m'efforce, merci pour ce rappel, de respecter le temps. Donc, en 2023, on a en France eu plus de 400 000 nouveaux cancers. C'est 2 fois plus qu'il y a 35 ans. Comme vous pouvez voir sur ce graphique de l'Institut national du cancer, l'augmentation, ce n'est pas uniquement une augmentation de risque, c'est lié à l'évolution démographique et au vieillissement, mais il y a aussi une vraie augmentation du risque de 47% chez les femmes et de 20% chez les hommes. D'une part liée au dépistage, mais pas uniquement, il y a une vraie augmentation du risque dans la part liée à l'environnement demeure encore difficile à quantifier. On estime aujourd'hui, c'est un travail du Centre international de recherche sur le cancer, l'agence cancer de l'OMS, travail auquel j'ai contribué. On estime qu'aujourd'hui, à peu près 40% des cancers en France sont attribuables aux facteurs de risque établis, des facteurs accessibles à la prévention, comme le tabac, l'alcool, l'alimentation, le surpoids, certains agents biologiques, mais également des facteurs environnementaux dont ce travail, c'est un petit peu moins de 10% attribuable à l'environnement. Le European Environment Agency estime que c'est à peu près 10%. Et surtout, on estime d'une part, sur la base du travail du Global Burden of Disease, qu'il y a une progression de la part attribuable à l'environnement, et d'autre part que ces 10% sont très probablement sous-estimés, ce que je confirme et ce que je vais vous montrer. Alors, les principales causes environnementales des cancers. Dans l'environnement, on inclut très souvent les expositions dans l'environnement professionnel, estimées pour la France comme étant de 3,6%. Néanmoins, pour certains cancers, ça représente beaucoup plus, 16,7% pour les cancers bronchopulmonaires et plus particulièrement près de 22% chez les hommes atteints de cancer bronchopulmonaire, c'est-à-dire plus d'un cancer sur 5, d'un cancer du poumon sur 5 chez l'homme est lié aux expositions dans l'environnement du travail. Autre cause environnementale bien établie, c'est les rayonnements UV. C'est 3,1% des cancers, mais c'est près de 90% des mélanomes qui sont attribuables à l'exposition UV. Rayonnement ionisant, également un facteur qui sont le radon, 1,2% de l'ensemble des cancers, mais là encore, c'est près de 10% des cancers bronchopulmonaires attribuables au radon, qui est un gaz radioactif émanant des sols granitiques, notamment en Bretagne, en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Corse. Ça concerne les fumeurs comme les non-fumeurs. Ça augmente le risque chez les fumeurs et c'est la première cause environnementale chez les non-fumeurs. La pollution de l'air rentre également dans l'estimation du cirque. 0,4% des cancers, on dit, bon, finalement, c'est pas beaucoup. Néanmoins, 3,6% des cancers pulmonaires, 1500 cas par an. Et il faut surtout souligner le petit mais, cette estimation se base uniquement sur les particules fines, les PM2,5. Or, il y a une dizaine d'autres agents cancérogènes présents dans le mélange de la pollution de l'air, classés cancérogènes certains, et qui ne sont pas
pris en compte dans cette estimation de la part attribuable à la pollution de l'air, principalement parce que à l'époque, c'était fait il y a une dizaine d'années, ce travail. Il n'y avait pas suffisamment de données pour quantifier l'exposition pour tous ces polluants en population générale. Et pour certains polluants, on n'a pas non plus les risques en population, mais principalement chez des travailleurs plus fortement exposés que de la population. Les causes environnementales des cancers du rayon ou de l'environnement chimique, là, dans ce travail, on a carrément fait chou blanc, puisqu'on manquait de facteurs de risque applicable à la population française exposée dans l'environnement à la plupart de ces agents chimiques aujourd'hui classés cancérogènes, et d'autre part à une quantification rigoureuse de l'exposition en population générale en France. Et donc, c'est 0,1% pour l'exposition au benzène et arsenic. Or, on sait aujourd'hui des pesticides qui sont classés cancérogènes certains. Il y a 3 pesticides ou biocides aujourd'hui classés cancérogènes certains pour l'humain par le cirque, 2 classés probablement cancérogènes et 12 peut-être cancérogènes, mais rien que pour ces 5 cancérogènes certains et probablement cancérogènes, on aurait pu estimer les cancers attribuables si on disposait de données sur l'exposition en population générale. Situation un peu similaire pour les fameux PFAS, les substances perfluo ou polyfluoroalkylées, qui sont des composés organiques fluorés persistants dans l'environnement, utilisés dans l'industrie pour leur résistance à la chaleur, à l'eau, à l'huile, à la dégradation. Il y a plus de 4000 composés aujourd'hui connus. Il y a très peu qui sont vraiment étudiés. Et le PFOA a été classé en 2023 cancérogène certain par le cirque. Et un travail réalisé par Santé publique France dans la cohorte Esteban a quantifié ces 2 perfluorés, le PFOA et le PFOS, dans 100% des échantillons des enfants et des adultes dans la population française. Et j'imagine dans votre étude dont on a parlé tout à l'heure, vous avez également des pourcentages élevés. Un autre absent de cette estimation, c'est les interactions entre les modes de vie et l'environnement. Il y a 0,1% attribuable au tabagisme passif en 2015. Voilà, il y a l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Néanmoins, là aussi, il y a des grands absents puisque le travail n'a pas pris en compte les expositions alimentaires à ces polluants, pesticides, PFAS ou d'autres polluants présents démontrés dans l'alimentation, notamment par l'étude EAT2 de l'ANSES, avec parfois sur certains aliments des niveaux préoccupants. L'étude du cirque n'a pas non plus pu estimer, par faute de données disponibles, l'impact de l'environnement de vie sur les choix alimentaires. On parle aujourd'hui de marécage alimentaire ou de l'environnement alimentaire incitant à une alimentation obésogène à la fois à travers la publicité. Et on peut regretter que la loi qui est récemment passée la semaine dernière exclut le champ de la publicité des mesures prises en faveur d'une alimentation équilibrée en France. Alors, l'évaluation des risques de cancérogénicité chez l'humain, non, je ne peux pas rester là, repose sur un faisceau d'arguments émanant d'études épidémiologiques, d'études mécanistiques in vitro et des études expérimentales chez l'animal qui permettent de classer ensuite les substances en cancérogènes certains, probables ou peut-être par le cirque, mais également par l'agence européenne, avec la grande différence que le cirque émet des recommandations et uniquement les classements de l'Europe entrent dans la loi, notamment la loi de travail en France, donc sont obligatoires. Alors, quand on veut étudier les causes environnementales des cancers, on fait face à plusieurs enjeux méthodologiques. Tout d'abord, la caractérisation des expositions.
On a des variations des polluants au cours du temps. On voit ici à gauche l'évolution des polluants de l'air, donc qui baissent doucement, mais restent néanmoins bien au-dessus du seuil de l'OMS, aussi bien de 2005 que 2021 pour les PM2,5. Des variations sur des temps beaucoup plus courts, comme ici au milieu, une de nos études où on a mesuré des pesticides dans les poussières domestiques. Et on voit que sur certaines périodes de l'année, les concentrations sont beaucoup plus élevées, notamment en juin par rapport à l'hiver, ou encore des variations journalières, et donc qui représentent des enjeux importants pour les études. Également la mobilité des sujets, on déménage au cours de la vie et on n'est pas toute la journée à la maison, on est à la maison, on se déplace. Et durant les déplacements, les expositions peuvent être plus importantes. Et on a aussi des expositions sur le lieu de travail, indépendamment des expositions professionnelles. Il y a des multiples polluants, il y a aussi des multiples sources et plusieurs voies d'exposition par inhalation, par voie orale et par contact dermal, et pour le fœtus aussi en transplacentaire, et donc de caractériser ces différentes voies d'exposition présentent également un enjeu important pour la recherche. Si globalement les expositions chroniques sont des expositions à faible dose, associées à des faibles risques, on peut néanmoins avoir des sujets qui présentent des risques importants, comme on a récemment démontré dans une étude, où des femmes résidant notamment dans la ville de Lyon et Paris, comme vous pouvez voir ici, les petits points là, mais ça représente quand même un certain nombre de cas. Dans l'étude de laquelle Delphine Pro va parler plus en détail tout à l'heure, on a des risques de 1,6, 1,5, 1,6, donc une augmentation de 50% du risque de cancer, et on s'avoisine de facteurs comme des facteurs comportementaux tout à fait préoccupants. On a des fenêtres de sensibilité critique, on en a parlé tout à l'heure, et notamment les xénoestrogènes, que ce soit le distilbène ou les traitements hormonaux de la ménopause, présentent des modèles très intéressants, très bien étudiés pour nous informer d'une part d'un risque de l'exposition in utero, sur le risque plus tard dans la vie du fœtus d'un cancer du sein après la ménopause, donc des fenêtres de latence extrêmement élevées pour cette période de sensibilité critique, mais aussi de fenêtres très courtes, comme vous connaissez tous l'augmentation du risque de cancer du sein après 5 ans de prise de certains traitements hormonaux de la ménopause. De la même manière, on commence maintenant à avoir certaines études dans la littérature, et certains qu'on a menés, nous, à Lyon, sur la cohorte E3N, qui montrent que ces mêmes principes sont aussi valables pour des expositions aux polluants de l'air, aux pesticides in utero, qui peuvent être associés à une augmentation du risque de cancer du sein post-ménopausique, donc beaucoup plus tard dans la vie. Il en est de même pour certaines études qui suggèrent cette augmentation de risque avec un temps de latence très long pour des expositions durant l'enfance et la puberté, ou avant la première grossesse, mais aussi des délais très courts, comme une de nos études sur le benzoapyrène, où on a montré une augmentation du risque, notamment chez les femmes, dans la période de transition ménopausique. Et on oublie parfois que pendant la grossesse, il y a 3 générations qui sont exposées: la mère, le fœtus et les gamètes du fœtus qui sont déjà présents dans le développement in utero. Autre enjeu majeur, c'est les mécanismes multiples que présentent souvent ces cancérogènes, à la fois effets perturbateurs endocriniens pour certains, mais d'autres mécanismes comme la génotoxicité ou la modulation de la réponse immunitaire. On connaît aujourd'hui 10 mécanismes cancérogènes différents, dont les effets perturbateurs endocriniens, et même à l'intérieur des effets perturbateurs endocriniens, un travail récent d'un groupe d'experts au niveau international a classé 10 mécanismes pour les perturbateurs endocriniens, et qui peuvent interférer donc avec, à différents niveaux avec notre système hormonal et les voies de signalisation. Donc on a parlé des fenêtres de sensibilité critique, des mécanismes, et on peut aussi avoir des interactions gènes-environnement
et des interactions entre différents facteurs. Et je souhaiterais quand même citer les travaux de Myriam Qual sur le cancer du sein, qui a montré notamment une interaction entre un certain nombre de polluants mesurés chez les femmes venant pour un diagnostic de cancer du sein et l'agressivité de la tumeur, avec notamment une augmentation du risque d'agressivité chez des femmes en excès de poids, donc avec un IMC élevé. Or, il n'y avait pas ce risque chez les femmes normaux poids. Et donc, dans ce contexte-là, l'étude à la fois des expositions des facteurs comportementaux, mais aussi des facteurs biologiques, était une voie très importante. Et je pense que c'est Robert Barouki qui va juste après parler de l'exposome. Pour finir, un focus sur la prévention, puisque notre compréhension des causes du cancer va aussi influencer notre façon d'agir sur les causes et d'organiser la prévention. Et on doit travailler pour les facteurs environnementaux, tout comme pour les facteurs individuels comme le tabac ou l'alcool, sur une meilleure synergie entre les différentes composantes de la prévention, qui sont les approches systémiques avec les politiques publiques, des approches en population avec des messages et un développement de la littératie en santé et environnement de la population, ainsi que des approches ciblées sur les personnes à risque dans nos pratiques cliniques. Donc, moi, là, je suis oncologue médical, donc des patients qu'on voit et qui ont cette question, qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi une première recommandation de l'HAS qui est sortie l'année dernière sur le dépistage des personnes à risque élevé de plusieurs pathologies, dont des cancers, dans un contexte d'exposition élevée au cadmium. Et donc, une première recommandation qui, dans les pratiques médicales, incite à intégrer cette dimension environnementale. Il y a aussi des effets croisés. Limiter la présence de ces composés problématiques dans l'environnement permet d'avoir un effet favorable sur l'environnement et de prévenir l'exposition collective de la population sans accroître les inégalités sociales de santé, qui sont un sujet majeur quand on parle de prévention, puisque ça bénéficie souvent ceux qui finalement sont déjà bien connectés à ces sujets. Et donc, en conclusion, voilà, comme je disais, notre compréhension des causes environnementales du cancer va transformer notre façon d'agir sur les risques, et l'approche l'exposome est à l'évidence un intérêt pour la recherche, mais aussi pour la prévention. La nécessité de répondre collectivement aux enjeux de la recherche sur les facteurs environnementaux qui nécessitent des études complexes, qui coûtent cher, puisqu'il faut beaucoup de sujets. Les dosages biologiques sont onéreux, et l'importance de transférer, et je pense l'après-midi participe grandement à ça, de transférer les connaissances et partager nos connaissances avec les acteurs de santé, avec les acteurs des politiques publiques, mais aussi de la population générale. Et tout ça permet aussi de se préparer aux nouveaux défis, des risques environnementaux, aux microplastiques. On commence à en parler de façon très préoccupante, ou encore des expositions qui pourraient augmenter avec le changement climatique. Merci beaucoup et je vous invite à visiter notre site si le sujet vous intéresse. C'est nous qui vous remercions pour votre formidable présentation. Et je pense qu'on a le temps. Tu es d'accord pour 2-3 questions? Bien sûr. Jean-Pierre Rosenbaum, c'est un ophtalmo. Et ça marche, oui. Oui, bonjour. Alors, l'aspect interaction, environnement, facteurs épigénétiques et prédisposition m'a paru intéressant. Est-ce qu'il y a des études justement sur ces terrains prédisposés, enfin l'interaction précisément entre ces terrains prédisposés et les facteurs environnementaux? Alors, personnellement, je ne travaille pas sur les femmes à risque ou les personnes à risque génétique, mais il y a des études qui commencent à sortir, tout comme il y a des interactions entre les différents facteurs de risque, obésité et environnement. Il y a aussi des interactions qui peuvent exister entre différents polymorphismes et
l'exposition environnementale. On a commencé à étudier cette question-là dans le cadre de nos travaux en collaboration avec l'équipe de la cohorte Génération E3N, mais également les questions et les collègues d'oncologie génétique à Lyon sont effectivement demandeurs à collaborer aussi sur ces questions avec les patients ou les familles qui sont suivies dans le cadre d'un contexte héréditaire de cancer, que ce soit les BRCA1, BRCA2 ou d'autres prédispositions héréditaires. Moi, j'ai une question de la part des patientes qui m'ont demandé de vous la poser, sachant que vous viendriez cet après-midi. Vous savez qu'en Alsace, on aime bien le vin, hein. Et donc, elles consomment du vin et elles se demandent si l'effet d'augmentation du cancer du sein est lié à l'alcool du vin ou est-ce que c'est lié aux perturbateurs endocriniens qu'on utilise dans les vignes, les herbicides, etc. Et en particulier, et notamment le cuivre qu'on utilise, qui est quand même un métal qui a des vertus œstrogéniques. Alors, quelle est la part de l'alcool? Quelle est la part des perturbateurs endocriniens ou des métaux dans ce vin? Ça, c'est effectivement une question très intéressante, puisque là, on a différentes expositions. Alors, si on prend l'alcool, ce qu'on ignore souvent, c'est que le premier cancer en France en nombre, en lien avec l'alcool, ce n'est pas les cancers ORL, c'est le cancer du sein. 8000 cancers du sein par an attribuables à l'alcool. Il y a l'équipe de la cohorte qui mène la cohorte Nutrinet qui ont mené une étude. Il y a aujourd'hui estimé, donc dans les estimations du CIRC, 28 000 cancers attribuables à l'alcool tous les ans. Si on appliquait, si tout le monde respectait le seuil à ne pas dépasser de Santé publique France de pas plus de 10 verres dans la semaine, ça permettrait de prévenir 16 000 cancers, mais on a aussi toujours 12 000 cancers à l'intérieur de ce seuil des divers à ne pas dépasser, et notamment pour les femmes qui ont une consommation souvent où on dit bah non, pas très, bah oui, c'est pas très, mais c'est quand même, et il y a quand même une exception française sur ce seuil des divers par semaine. Qui, à mon niveau, ça fait beaucoup, à ne pas dépasser et qui se base sur, je dirais, un arbitrage entre les données scientifiques, notre culture française, ou la culture française, je suis franco-allemande, mais quand même, je vis en France depuis plus de 30 ans, donc la culture française et le contexte économique. Et au moment donné où l'INCa avait demandé à s'aligner sur les recommandations internationales de dire mieux vaut rien du tout, il y a eu un tollé, une décision du Haut Conseil de santé publique de dire il faudra prendre en compte les différentes dimensions, d'où les recommandations de Santé publique France avec divers. Après, il y a la question sur des co-expositions. Et donc, effectivement, dans les pesticides, on a à la fois les pesticides, on a les métaux. Dans le cadre du laboratoire de l'équipe INSERM U1296, on a mené, notamment Nicolas Forêt, un travail sur l'interaction sur les capacités de réparation dommages à l'ADN. Quand il n'y a que des pesticides, c'est pas affecté. Quand il n'y a que des métaux, c'est pas affecté. Et quand il y a les deux, ça pose problème. Donc, il y a des co-expositions. On ne peut pas exclure que, mais ce que moi je dis aux patients dans la consultation, prenons les choses par ordre de priorité. L'alcool, c'est très bien établi avec un risque important. Les pesticides, les métaux, c'est plutôt suspecté avec des risques peut-être pas aussi importants. Voilà, mais commençons de gérer les choses les unes après les autres. Leur question était, est-ce que je dois boire du vin bio ou est-ce que je peux boire du vin classique, quoi? Je pense est-ce qu'il y a une différence de toxicité? Voilà. On essaye, hein, mais c'est pas simple. Et donc, cette question revient régulièrement et j'avoue que je sèche et je ne sais pas quoi leur répondre. Alors, si on prend un autre exemple, les patients demandent, mais en fait, ou disent, je mange plus de fruits et légumes parce que je veux éviter l'exposition aux pesticides et j'ai pas l'argent de manger bio. Les niveaux de risque, à nouveau, sont quand même, on a d'un côté quelque chose d'établi sur les 5 fruits et légumes, et c'est
a à nouveau un impact important par rapport à l'exposition et les risques associés à l'exposition aux pesticides. Quand on mange du pas bio, on peut plucher les pommes, on peut les laver, etc. Et donc, il faut insister sur les messages quand même. Première recommandation, mangez 5 fruits et légumes par jour. Et si vous pouvez l'éviter, soit en mangeant bio, soit effectivement en bien lavant les fruits et légumes ou en pluchant les pommes, etc. Donc, on va prendre peut-être une dernière question. Je vais poser une question peut-être un petit peu contextuelle par rapport à ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Est-ce que vous voyez dans le milieu de votre recherche des risques de contestation des données que la science apporte sur cette identification de ces risques et des recommandations qu'on fait en matière de santé publique et de politique d'information du public? Est-ce que actuellement il y a des menaces sur les équipes scientifiques qui travaillent dans ces secteurs-là, comme sur le secteur climatique, etc. Mais là, peut-être dans le même sujet, sur un sujet comme ça, il y a aussi une menace importante sur les milieux scientifiques. Est-ce que vous ressentez ça? alors, personnellement, non, et on peut espérer que ce qui se passe aux États-Unis ne... Pardon. Et Mais en Europe aussi, me dit Jean-Pierre, hein. tout à fait. On peut espérer que l'effet est tellement grotesque aujourd'hui aux États-Unis qu'on ne l'aura pas chez nous, mais rien nous protège de ça. Et quand on regarde les différentes évolutions du tabagisme, on avait 20 ans d'écart, 30 ans d'écart entre les États-Unis et l'Europe. Dans les contestations juridiques devant la loi, des décisions médicales et des procès pour faute médicale, il y a eu 10 ans d'écart avant que ce qui se passait aux États-Unis arrivait ici. Et donc, ces écarts se raccourcissent. Et effectivement, quand on regarde la décision de la semaine dernière sur l'alimentation, où finalement la demande de interdire la publicité pour la malbouffe, en gros, je fais un raccourci, mais à destination des enfants, a été finalement exclue, ou que les ustensiles de cuisine ont été exclus de l'interdiction du PFOA dans certains outils de la vie quotidienne. C'est une loi du mois de février. On peut se poser cette question-là. On n'a pas aujourd'hui en France cette perception d'une menace sur la recherche comme on peut ressentir aux États-Unis, mais je pense que c'est aussi un moment pour nous saisir d'une menace potentielle qui peut exister, une menace directe ou pas menace puisque c'est une réalité, c'est la manipulation de notre base qu'on connaît tous, PubMed, qui est justement pas la nôtre, mais qui est une base américaine du NIH, qui fait partie des agences concernées par la politique de Trump. Et certains collègues travaillant sur des différences biologiques face au cancer entre hommes et femmes ont vu des articles retirés de PubMed sous prétexte que c'était du woke gender, machin truc. Alors, il s'agissait de différences hommes-femmes sur le microbiote et interaction avec le cancer. Donc là, on est directement concerné et je pense qu'il faut investir collectivement davantage dans les outils français et européens dans cette situation. On est pour stand-up la science, n'est-ce pas? Une dernière question pour Hubert. Oui, la chirurgie bariatrique, elle s'est développée en Europe en 1995 parce que la cohorte suédoise a clairement montré qu'à 10 ans, les patients qui avaient été opérés, qui avaient maigri, faisaient moins de cancer. Et c'est parce que et donc ceux qui n'avaient pas été opérés mouraient plus. Et donc c'est ça qui a validé cette chirurgie. Ma question est-ce que ces populations ont été analysées en termes justement d'environnement, avec des populations témoins? Enfin, est-ce que c'est de comprendre les mécanismes qui font que l'environnement, c'est pas bon pour l'obésité. Enfin, je veux dire, quand une personne obèse, elle est plus sensible à l'environnement que quand c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des études qui ont pu montrer des modifications, par exemple, je sais pas, des récepteurs ou des choses comme ça?
Parce que ça fait, on a maintenant des très grosses cohortes de gens qui ont été opérés partout dans le monde avec des résultats à 5 ou 10 ans. Peut-être ça pourrait aider à comprendre. Ça pourrait être très intéressant. À ma connaissance, les facteurs environnementaux, personnellement, je n'ai pas vu. Ce que je vois, mais c'est en clinicien au cancer ou en tant que médecin oncologue préventeur maintenant sur le cancer. Ce qu'on voit, c'est comme c'est pratiqué un peu tout venant, qu'il y a beaucoup quand même de patients, de femmes en échec de la chirurgie bariatrique et que c'est pris un peu comme un remède miracle sans être obligé de changer de comportement. Non, il y a des patients qui ont des bons résultats à long terme. Donc, c'est une population qui peut être intéressante dans l'analyse. C'est ça. Voilà. C'est en termes épidémiologiques, je veux dire. Hein. Voilà. Ouais. Je ne dis pas que la chirurgie bariatrique, ça marche à 100%. Mais peut-être vous avez des éléments là-dessus dans vos dosages, mais personnellement, je n'ai pas vu de données sur environnement et chirurgie bariatrique. Alors, je propose qu'on accueille l'orateur suivant qui peut-être aura une réponse à apporter. Vous venez avec nous. Merci beaucoup, Béatrice.